Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Et aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler du point de presse de Christian Dubé en ce 14 décembre, à quelques jours, donc à 11 jours de Noël. Mais avant, je vous demande encore une fois, si c'est possible, de partager notre podcast. Ça ferait notre affaire. Si vous souhaitez économiser aussi, on a tout un aubaine, beaucoup de rabais sur notamment 2 items dans notre boutique en ligne qui s'appelle Shop Pratico. Shop Pratico, comme ça le dit. Vous allez voir ce lien dans la description. Vous cliquez sur le lien et on a 2 systèmes notamment. C'est des manteaux chauffants. L'avantage de cela, c'est hyper léger. Et le fait que ça soit léger permet, par exemple, quand on est à l'intérieur, etc., dans la voiture, de ne pas avoir trop chaud. C'est pas pesant à porter. Et c'est chauffant. Il y a une batterie qui permet de chauffer le manteau. C'est extraordinaire. Alors, c'est de la chaleur sur commande. Il y a 3 intensités, il y a un petit bouton. C'est vraiment la dernière technologie. Il y a des gros rabais et je vous encourage à utiliser le code ROCK20 pour le rabais. Je commence avec ça. Deuxième chose, je vous offre de gagner 100 $ dimanche avec l'indice du jour que vous avez qu'à inscrire dans la description, peu importe la plateforme, et vous inscrivez donc l'indice du jour. Puis aujourd'hui, je vais prendre justement cet indice-là. Ça s'appelle Shop Pratico, S-H-O-P, Pratico, P-R-A-T-I-C-O.com, shoppratico.com. Et c'est le lien, donc c'est le lien, le site web qui vous donne accès à ces aubaines, mais aussi à toutes sortes d'autres produits. Comment je peux qualifier ça? Shop Pratico, c'est des affaires que tu trouves pas beaucoup dans les commerces. C'est des objets inédits, utiles pour la maison, pour le bureau, pour la cuisine, pour le garage, des produits de santé, des produits de toilette, des produits donc des vêtements, etc. Allez faire un tour, vous allez voir, puis on livre ça, bien sûr, à votre porte. Bon, aujourd'hui, le point de presse de M. Dubé, tout ça dans un environnement complexe présentement avec le variant Omicron, qui représente notamment en Ontario entre 20 et 25% des cas. C'est un variant qui est de 2 à 3 fois plus contagieux que l'ancien Delta. Donc, c'est facile de le transmettre. Puis évidemment, les personnes non vaccinées sont particulièrement à risque. Dernier 24 heures au Québec, quand même pas rien, là, 1747 cas. On a une augmentation de cas de 38% en une semaine. Et l'Omicron n'est pas vraiment entré au Québec encore. Et malgré ça, imaginez, là, les chiffres augmentent de façon très importante. De façon importante, oui. Je vous explique, les hospitalisations sont rendues à 293, c'est le chiffre important, et c'est en hausse de 25, c'est quand même beaucoup, au net 25 hospitalisations, et on a eu 7 décès supplémentaires. Donc, une hausse de 25 hospitalisations pour un total de 293 dans nos hôpitaux. Je vous rappelle que les limites, là, le top qu'on peut atteindre sans délestage, c'est 800 à peu près. Fait qu'on est à 300. On a de la marge. Mais ça augmente de façon très importante. Et de ce nombre, il y en a quand même 75% qui sont aux soins intensifs. De ce 75%-là, il y en a 2 tiers du 75 soins intensifs. 75 soins intensifs, le 2 tiers de cela, ce sont des gens non vaccinés. Et on a eu une augmentation des hospitalisations en une semaine de 25%, puis de 29% aux soins intensifs. C'est quand même pas rien, malgré des taux de vaccination importants. On est parmi ceux éligibles à la vaccination. On est à peu près à 90% dans la population. Puis les enfants 5-11 ans sont à 50% d'enfants qui ont reçu une première dose et ou qui ont déjà pris un premier rendez-vous. Bon, ça met la table. Qu'est-ce que ça dit? Beaucoup de cas, 1700 cas. On augmente les hospitalisations, puis mes tendances sont pas bonnes. Ça hausse. Puis on a Omicron qui se transmet plus facilement. C'est beaucoup présent en Ontario, puis les fêtes arrivent. Alors, M. Dubé, aujourd'hui, tout le monde attendait ses annonces sur, OK, il arrive quoi? Et je vous explique qu'est-ce qu'il a annoncé. Un peu les faits saillants là, du point de presse de Christian Dubé. Premièrement, il nous a annoncé qu'il accélérait
l'administration de la dose de rappel, donc la 3e dose. OK? L'enjeu, c'est des vaccinateurs. Moi, je suis allé dimanche. Ma mère avait un rendez-vous dimanche. Il y avait beaucoup de monde en attente parce qu'il n'y avait pas de vaccinateur. Parce que c'était très long, parce qu'il n'y avait pas de personnel. Il y avait beaucoup de chaises de libre, de disponibilité physique de libre, des vaccins de disponibles. Puis il n'y avait pas de vaccinateur. Alors, l'enjeu du gouvernement, c'est qu'ils veulent vacciner une 3e dose, donc la dose de rappel, mais c'est difficile d'avoir des vaccinateurs. Puis ça ne s'améliorera pas dans le temps des fêtes. Deuxièmement, on nous a annoncé qu'à partir de lundi, à travers les pharmacies et de façon gratuite, des tests rapides seront disponibles aux Québécois. Bonne nouvelle, mais ce qu'on nous explique, c'est qu'il faut avoir des symptômes, si je comprends bien, pour l'utiliser pour que ça soit efficace. Et que si jamais c'est positif, on nous envoie faire un test PCR. 3. Le gouvernement nous encourage les entreprises à retourner en télétravail. Ça, je pense qu'il va y avoir quand même 2 grandes catégories d'entreprises. Il y a des entreprises plus institutionnelles, plus syndiquées, qui vont obtempérer. Puis il y a beaucoup de monde dans le privé qui vont dire non. Qui vont dire non. Moi, en construction, en assurance, les firmes de communication, non, mais le détail, bien sûr, les manufactures, bien sûr, les industries, bien sûr. Il y a pas mal de monde qui va aller au bureau, mais le gouvernement a demandé aujourd'hui de faire un effort, donc de retourner en télétravail. Ce que je comprends donc pour nous en Outaouais, ça veut dire que la fonction publique fédérale va pas mal obtempérer à cela, j'espère en tout cas. Puis la ville de Gatineau également va obtempérer. Pour ce qui est des autres commissions scolaires, est-ce qu'on peut se permettre? Je ne sais pas, probablement. Mais ça, c'est à suivre. Alors ça, c'est l'autre chose qu'ils nous ont demandé. Et on a abordé, évidemment, la fameuse question du 20 personnes à Noël. Et M. Arruda, Dr Arruda et M. Dubé ont dit, non, statu quo, 20 personnes. Mais M. Arruda a quand même tenté de spécifier 3 choses. Il nous dit qu'il est à l'aise avec 20 personnes maximum à Noël, mais qui se fie au bon jugement du monde. Puis si vous avez quelqu'un de 70 ans dans votre famille, ben baissez donc le nombre. Puis s'il y a quelqu'un de pas vacciné, invitez-les pas. Puis lavez-vous les mains, puis utilisez votre bon jugement. Il nous a dit ça. Il nous a dit donc aussi limiter les gens à votre party qui sont vaccinés, mais aussi, finalement, que c'est la décision aujourd'hui, mais qu'il était pour faire d'autres tests, puis on était pour réévaluer tout cela quotidiennement. Voici mon commentaire en lien avec le point de presse. Après mon commentaire, je vais vous parler de l'hôpital. Alors, tout d'abord, la décision de maintenir 20 personnes au party de Noël, à sa face même, c'est politique. Tout au long du point de presse, dans le fond, on était dans la colonne. Faites attention, ça va pas bien. On est prudent, faut être prudent. On est à risque. Les cas augmentent. On va aller plus au bureau. J'augmente mes doses plus rapidement. Puis tout à coup, dans l'histoire du party de Noël, on continue à dire, écoute, nous autres, on pense que c'est très important que le 22 décembre, il y ait une limite de 10 personnes par party. Mais si tu fais le party le 23, par magie, tu es capable de monter ça à 20, puis il n'y a pas d'impact sur la maladie. Ce qui ne tient pas la route. M. Arruda a toute la misère du monde à garder un straight face quand il dit ça. Alors qu'Ottawa demande et dit c'est peut-être risqué d'aller jusqu'à 10, c'est très politique comme décision. De toute façon, je pense que on a déjà dit que la police n'interviendra pas, que M. Arruda et M. Dubé disaient que pour justifier, imaginez, pour justifier le maintien du 20 personnes à Noël, c'est essentiellement parce que les Québécois le méritaient. On le mérite parce qu'on a été parmi les endroits les plus
sévèrement touchés par des contraintes sanitaires. Et on le mérite. Moi, je trouve pas que l'argument de « on le mérite » tient beaucoup la route, là. Si l'argument, c'est scientifique, c'est le nombre d'hospitalisations, c'est le nombre de soins intensifs, etc., on le mérite, pas sûr qu'il y a une grosse équation là-dedans. Ce que je comprends, moi, c'est que M. Arruda est obligé de se plier aux demandes du premier ministre. Et là, aujourd'hui, en ce 14 décembre, en ne bougeant pas sur le nombre, le gouvernement du Québec vient de jouer all-in au poker. Il vient de dire, parce que c'était sa dernière chance, puis vous allez voir où je m'en vais avec ça, de dire non, finalement, on s'est trompé. Rejouer dans le film de l'année passée et de mettre plus de contraintes. Il est, après le point de presse d'aujourd'hui, trop tard pour reculer, sans payer un prix politique énorme. Parce que de toute façon, si dans 2 jours, M. Arruda, puis M. Dubé, puis le premier ministre disaient ben, finalement, Omicron est trop fort, puis on a des hospitalisations qui nous inquiètent, puis on ne veut pas se ramasser le 26-27 décembre, le 4 janvier, avec les hôpitaux bondés, finalement, on va diminuer ça à 6. Mais moi, je pense que c'est un lose-lose pour le gouvernement. Premièrement, il n'y a pas un Québécois qui va respecter ça. Quand ils se sont fait dire, à 20, on n'enverra pas la police, comment le gouvernement va dire, hey, puis là, je vais être tight, je vais être sévère, je vais envoyer la police à Noël, il ne pourra pas faire ça. Fait que peu importe ce qu'il annonce comme nombre, de la façon qu'il s'est menotté présentement, là, peu importe ce qu'il annonce comme nombre, les Québécois vont faire à leur tête, vont payer un prix politique, puis on va payer un prix sanitaire pareil. Fait que j'imagine que face à la situation, le calcul politique, c'est de dire, tant qu'à manger la vague sanitaire, c'est bien de prendre les bienfaits politiques, laissons ça aller, vivons avec le risque, croisons-nous les doigts, puis coudonc, si en janvier ça pète, ben on aura la chance de dire, voyez-vous, on a essayé, ça marche pas, fait que là on va être obligé d'être plus sévère parce qu'on n'est plus capable de vivre avec la surchauffe du réseau de la santé. C'est possiblement ça qui est en train de se passer. Mais pourquoi on est dans ce tunnel-là? C'est parce que le premier ministre nous a attaché les mains, a attaché les mains de la santé publique avec son souhait, juste comme ça. Ah, j'aimerais ça 20-25 à Noël. Ben voici là, les conséquences réelles de cela. Les 20-25 de François Legault à Noël, ben ça attache les mains d'Arruda, puis ça fait en sorte que là, dans le fond, on joue all-in, puis on espère pour le mieux. Je veux vous parler de Mathieu Lacombe parce que hier, il donnait des entrevues à tous les médias, TVA, j'ai vu TVA, j'ai lu Le Droit. Bon, on peut voir concernant le terrain de l'hôpital. Eh boy, et qu'il n'est pas content. Et que c'est un homme qui, dans le fond, est présentement démasqué. Là. Et dans son ton arrogant, qu'il a maintenant l'habitude de nous présenter, il nous dit que ben, finalement, parce qu'il y a de la pression, il est obligé de faire des analyses supplémentaires. Puis il laisse présager, puis il laisse entrevoir son exaspération du fait qu'il y a du monde qui questionne le gouvernement. Dieu sait que Mathieu Lacombe n'aime pas se faire questionner, puis se faire remettre en question. Il n'est pas bon dans l'adversité. Il n'est pas bon dans quelqu'un n'est pas d'accord avec lui. Il y a de la misère à vivre avec ça. C'est comme si on l'attaque personnellement quand on dit c'est un choix pour les 100 prochaines années, le terrain de l'hôpital. On a-tu tout pensé à nos affaires? Puis on peut-tu en parler un petit peu? On pourrait-tu comprendre les critères? Et là, il sort de ses gonds, il est arrogant. Puis là, il nous a dit qu'il faut faire des analyses supplémentaires. Je veux parler de ça 2 minutes. Analysons cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben moi, je lis ça là, comme commentaire en lien avec quand il a dit « Calvaire, laissez les professionnels travailler ». Alors, ce que je comprends, c'est que « Calvaire, laissons les professionnels travailler », il se réalise maintenant qu'il n'y avait pas assez d'analyses de fait, puis qu'il est obligé de repousser sa décision, puis l'annonce, pour compléter des analyses qui manifestement n'étaient pas complétées. Fait que autant qu'il pensait que les fonctionnaires étaient bons, en sacrant par la population de l'Outaouais, autant qu'il dit « Ouais, je reconnais qu'il manque des analyses, fait que je ne serai pas capable de l'annoncer, il faut que j'attende un peu. » Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ça veut dire qu'il a vu des failles, le gouvernement a vu des failles dans l'analyse qu'ils étaient pour soumettre et des propositions qu'ils étaient pour soumettre, de 2 choses l'une. Ou bien ils sont en train de réaliser des erreurs dans le choix, ou bien ils sont en train de patenter des réponses pour tenter de justifier
l'injustifiable. Et ça m'achale, moi, cette phrase-là, l'affaire du pelletage de nuages. Parce que là, M. Lacombe, j'ai regardé à peu près toutes les périodes de questions, et là, c'est le nouveau buzzword à l'Assemblée nationale pour la CAQ. Tout le monde, c'est des pelleteux de nuages. François Legault traite Gabriel Nadeau-Dubois de pelleteux de nuages, qui pèle des nuages, que c'est toujours ça. Puis Mathieu Lacombe, c'est la même chose. Il répète ça, il dit « arrêtez de pelleter des nuages en matière de garderie, etc. » Ça, en politique, ce qu'on appelle, là, c'est ce qu'ils font, c'est définir l'adversaire. Je vais vous donner une parenthèse, un exemple. Quand on était au gouvernement, Mario Dumont, on l'appelait de girouette. Parce que, à tous les matins, il changeait d'idée. OK? Mais ça l'a collé à Mario Dumont parce qu'en politique, il faut définir ton adversaire. Là, Mathieu Lacombe et le gouvernement de la CAQ a décidé que ses adversaires, c'était des pelleteux de nuages, contrairement à eux qui sont pragmatiques. Vous allez voir que ce sont deux mots qui s'opposent. Le gouvernement de la CAQ, M. Legault, répète à nauséam que lui est un pragmatique. Il est pragmatique. Puis que les opposants au pragmatisme, ce sont des pelleteux de nuages. Ça va? Mathieu Lacombe utilise le pelletage de nuages, donc pour dénoncer les gens qui questionnent le processus utilisé pour choisir le terrain. Pour Mathieu Lacombe, de se préoccuper d'où on va mettre un hôpital qui va être bon pour 150 ans, ça, c'est pelleter des nuages, de se préoccuper de ça. De se préoccuper de l'impact environnemental que l'hôpital va produire, tant par son implantation, mais que par sa desserte. Les liens routiers, le stationnement nécessaire, le fait qu'on ne peut pas marcher parce que c'était au bout des Hautes-Plaines, par exemple. Lui, là, l'environnement, c'est du pelletage de nuages. Mais là, on reconnaît la CAQ, parce que la CAQ puis l'environnement, là, écoute, un tunnel carboneutre, là, le plus gros tunnel au monde, là, carboneutre, là. Mais ça, si tu dis ça pour Mathieu Lacombe, là, dis, écoute, j'ai une préoccupation environnementale de ce choix-là, tu pelles des nuages. La capacité d'accès en auto pour les ambulances, pour le transport en commun, ça, là, de te préoccuper de ça, c'est du pelletage de nuages. Il n'y a rien de pas plus concret que ça, là, l'autobus, là. Il passe-tu là, ça a du bon sens? Non, du pelletage de nuages. L'impact sur le recrutement du personnel. On dit qu'on a des problèmes de recrutement présentement, puis qu'un nouvel hôpital va devenir une carte de visite. En où est-ce qu'on va aller recruter du nouveau personnel en disant « Regarde, c'est nouveau, ça sent bon, c'est neuf, la nouvelle technologie. Ah oui, puis by the way, ça va te prendre 2 chars, parce que si tu viens à Buckingham, ça va te prendre 2 heures de route pour t'en venir à l'hôpital. » Ça, là, pour le ministre, c'est du pelletage de nuages, ça. Combien de temps ça prend pour aller travailler le matin? La transparence. On demande... Les gens demandent, on peut-tu avoir de la transparence dans le processus pour le choix du terrain? Ça aussi, c'est du pelletage de nuages. La transparence, c'est du pelletage de nuages. On demande, on peut-tu être consulté un peu? Est-ce que les citoyens ont un mot dur à dire? C'est du pelletage de nuages. Quand la ville dit, hey, moi, je suis préoccupé, ça va-tu me coûter des routes, des égouts, des aqueducs? Faut que je change ma caserne d'incendie? Mon réseau routier est-tu adéquat pour cela? Est-ce que mon zonage est adéquat autour? Je vais être capable d'avoir des services de proximité? La ville dit, je peux-tu être mêlé à ça? La ville se fait dire, c'est du pelletage de nuages, ça, te préoccuper comment tu vas positionner l'hôpital, qui va faire, hey, c'est 5000 jobs, là. C'est des milliers de visites par jour, cette affaire-là. C'est, c'est, dans le fond, le leitmotiv de Mathieu Lacombe quand il n'y a plus rien à dire. Quand il n'y a pas de réponse, c'est que toi, tu pelles des nuages. Lui, il est dans le concret, mais toi, tu pelles des nuages. Tout ce que je vous ai énuméré là, c'est pas bien dans le nuage, là. C'est pas mal concret. Moi, ce que ça me sent, ce que je sens là-dedans, c'est que c'est pas la population qui se réveille à minuit moins une. C'est le ministre qui se réveille à minuit moins une. Là, il vient de réaliser, là, qu'il a laissé aller ça, qu'il s'en est pas mêlé, que le gouvernement, donc probablement beaucoup de fonctionnaires, ont imposé des critères de la Tour d'Ivoire à Québec, implanté ça avec les mêmes critères que d'implanter Vaudreuil dans un champ agricole, puis que le ministre se réveille à minuit moins une en disant « oh, j'aurais dû me mêler de ça, regarde-moi donc ça, l'erreur qu'on est en train de faire », et il est fâché après lui-même à cause de son incompétence d'avoir vu venir cela. Puis pas de s'être mêlé de
mais pourquoi on exige 150 000 mètres carrés? Pourquoi pas avoir posé la question? Y a-tu par défaut des terrains qui s'éliminent si on fait ça? Des terrains qui seraient intéressants? Pourquoi 150 000 mètres carrés? Peut-être que ça se ferait dire, c'est parce qu'on veut un parking de 1500 places dehors, en surface. Là, il aurait peut-être pu réagir en disant, c'est une bonne idée, ça. Un stationnement en surface, îlot de chaleur, on est en 2021. Et là, il se réveille lui-même à minuit moins une. Puis lui, ce qui était plus important, c'est une annonce politique. Alors que ça fait 3 ans qu'il dort sur la switch avec le projet d'hôpital. Puis là, il arrive dans 10 mois de l'élection. Puis là, il faut qu'il y ait quelque chose à annoncer. Alors que le plan, le plan d'opportunité de l'hôpital du CIS va être déposé juste cet été. Il voulait annoncer quelque chose avant les élections. Puis là, il voit son rêve d'annoncer quelque chose un peu torpillé parce qu'il s'en est pas occupé. C'est ça que ça me sent, moi, cette affaire-là. Et là, il réalise que peut-être qu'il n'y a pas les bons critères, peut-être qu'il n'a pas le bon terrain, puis là, il est dans le coin. Et, fidèle à lui-même, Mathieu Lacombe, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans le coin? Comme un animal blessé ou un peu coincé, il attaque. Et c'est son réflexe de politicien d'attaquer. Puis pour lui et pour son gouvernement, prenez ce dossier-là et tous les autres. Le leitmotiv, c'est la fin justifie les moyens. Nous sommes encore en urgence sanitaire. On fait fi de l'Assemblée nationale, on donne des contrats de gré à gré, la fin justifie les moyens. C'est comme ça qu'on a gouverné depuis 3 ans. Mais il y a encore une chance de se ressaisir parce que l'annonce n'est pas faite. La pire décision qu'il pourrait prendre n'est pas prise. Et je lui offre 7 gestes qu'il pourrait poser. Le ministre pourrait, premièrement, décider d'ouvrir une discussion. Pas interminable discussion, mais ouvrir la discussion. Il devrait rendre public les critères ainsi que la pondération des critères utilisés pour choisir l'hôpital. Il devrait expliquer publiquement pourquoi on exige un terrain beaucoup plus grand que, par exemple, le terrain au CHUM, un terrain de 150 000 mètres carrés. Pourquoi? Et à la limite, pourquoi un terrain 100 000 mètres carrés de moins que Vaudreuil? Qui nous explique la nécessité de superficie de terrain, qui nous explique ça, publiquement. Il peut expliquer ça avant le choix du terrain. Je souhaite qu'il annonce, comme ça s'est fait à Vaudreuil, la création de 2 comités qui vont travailler maintenant, mais pour la durée du processus de construction qui va durer plusieurs années, 2 comités. Un comité citoyen, un comité de vigilance, et un comité avec la ville de Gatineau pour ouvrir les liens de communication parce que c'est un projet qui va façonner l'avenir de Gatineau. Donc, il pourrait d'ores et déjà rendre les critères publics, expliquer le 150 000 mètres carrés, ouvrir la discussion, créer 2 comités de travail. Il devrait tenir une consultation publique. Quand on parle de consultation, là, il pourrait en tenir une, en février, en convoquant les citoyens pour parler de ces critères-là. Début février. Il pourrait convoquer ça déjà. Parce que lui, pour dire non à une consultation, c'est parce qu'il laisse sous-entendre que ça prendrait 2 ans à consulter le monde. Moi, je vous propose une soirée. Il y a une vraie, par exemple, avec tous les faits sur la table. Et pour se donner le temps, pour qu'il puisse respirer un peu, il devrait convenir de repousser la décision et l'annonce du terrain au 1er juin. Ça lui donne 5 mois. Beaucoup de travail a été fait. Et ça donne 5 mois pour peaufiner le choix final qui va façonner, je vous le dis, les 100 prochaines années à Gatineau, puis pas juste en matière de santé, mais en toutes sortes d'impacts, dans toutes sortes de domaines. Alors, au lieu de qualifier tout le monde qui pose des questions de pelleteux de nuages, mais peut-être que Mathieu Lacombe devrait s'élever puis offrir, dans le fond, une tribune pour qu'on soit capable de prendre des décisions, que le gouvernement soit capable de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'oubliez pas, l'indice du jour, shoppratico.com. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut!